Bonjour et bienvenue à ce nouveau cours qui traitera de la topologie des espaces vectoriels normés. Dans cette première sous-partie, on va s'intéresser aux ouverts et aux fermés. Dans toute la suite, on va travailler dans un espace vectoriel normé E avec la norme qui sera notée ainsi. Tout d'abord, on a besoin de définir ce qu'est une boule ouverte. Pour cela, on a besoin d'un élément X qui appartient à l'espace et d'un réel R strictement positif. Par définition, la boule ouverte, notée B de X et de R, et l'ensemble des éléments petit b appartenant à l'espace E est tel que la distance entre petit b et le centre de la boule, qui est x, est strictement inférieure à petit r. Il ne faut pas imaginer que la forme de la boule est une boule au sens classique du terme. En fait, ceci dépend du choix de la norme dans l'espace étudié. Par exemple, pour voir ça, on va travailler dans le plan 2D et on va choisir deux normes de telle sorte que les deux boules n'ont pas la même forme. Et pour cela, on va choisir les deux boules unités le centre du repère. On va prendre un couple XY appartenant au plan et on va définir la norme 2 comme étant l'application qui est tout couple XY associe la quantité x au carré plus y au carré, le tout racine. Et la deuxième norme qui, à tout couple XY, associe le maximum entre la valeur absolue de x et la valeur absolue de y. La deuxième norme est connue sous le nom de norme infinie, d'où le symbole de l'infini en bas à droite. Ce qu'on cherche à dessiner, nous, c'est la boule unité au centre, le centre du repère. Donc on cherche les couples XY appartenant au plan tels que la norme du couple est strictement inférieure à 1. Dans le cas de la première norme, ceci est équivalent à, par définition de la norme, la quantité x au carré plus y au carré strictement inférieur à 1. Et sachant que l'équation du cercle unité au centre, le centre du repère, c'est x au carré plus y au carré est égal à 1, on sait que la place de ces points-là, c'est l'intérieur de ce cercle-là, c'est le disque intérieur. En excluant le cercle au bord, parce que l'inégalité là est stricte. Et pour la deuxième norme, l'inégalité de la norme implique que le maximum entre les deux valeurs absolues est strictement inférieur à 1, c'est-à-dire que les deux quantités en même temps sont inférieures à 1. Et simplement, ceci est l'espace des couples XY où X est contenu entre moins 1 et 1 et Y est de même. Ainsi, c'est l'espace intérieur à ce carré-là où ces quatre points-là sont les points de coordonnées 0, 1, 0, moins 1, 1, 0 et moins 1, 0. Ainsi, ces deux boules unités-là n'ont pas du tout la même forme et le nom de boule ne signifie pas que la boule a vraiment la forme d'une boule au sens classique du terme. Maintenant, ayant connu ce qu'est une boule ouverte, on peut définir ce qu'est un voisinage. On va prendre un élément X appartenant à E et une partie V inclus dans E. Et on dit que V est un voisinage de X si il existe une boule ouverte de centre X et de rayon R quelconque inclus dans V. C'est-à-dire s'il existe une boule ouverte inclus dans V de centre X. Et avec cette définition, on peut définir ce qu'est un ouvert. Un ouvert est tout simplement un espace qui est voisinage, une partie de l'espace vectoriel normé qui est voisinage de tous ces points. Et on peut en citer quelques propriétés. 1. Le vide et l'espace tout entier E sont des ouverts. Le vide est un ouvert puisque, par définition du vide, tous ces éléments vérifient toutes les propriétés qu'on veut. Ceci est un axiome. Ainsi, quel que soit l'élément appartient au vide, il va exister une boule ouverte incluse dans le vide. Et E, puisque les boules ouvertes sont par définition incluses dans l'espace E,
donc toute boule ouverte de centre X sera incluse dans E. Deuxièmement, une réunion quelconque d'ouverts reste un ouvert. Ceci est évident vu la définition, puisque si chacun des OI dans la réunion est voisinage de tous ces points, alors tous les OI sont voisinage de tous les points. Troisièmement, une intersection, mais cette fois finie, d'ouvert reste un ouvert. On peut voir ça d'une façon très simple. Si on prend un X qui appartient à cette intersection, alors, quel que soit I, il existe un rayon RI tel que une boule ouverte de centre X et de rayon RI est incluse dans OI. Ainsi, si on prend le minimum de ces RI là, et si on le note R min, alors la boule de centre X et de rayon R min est incluse dans tous les OI, ainsi et est incluse dans l'intersection des OI. On pourrait maintenant définir ce qu'est un fermé, et tout simplement, F est un fermé si c'est une partie de E telle que son complémentaire, c'est-à-dire E privé de F, est un ouvert. Et d'une façon similaire aux propriétés qu'on a vues pour les ouverts, le vide et E sont des fermés, puisque ce sont des complémentaires l'un de l'autre. Deuxièmement, une réunion, mais cette fois finie, de fermé reste un fermé, et une intersection quelconque de fermé est un fermé. Ces deux propriétés-là sont inversées par rapport à celles des ouverts, puisqu'on va raisonner par complémentarité. Par exemple, pour le cas de la réunion finie, le complémentaire d'une réunion finie de fermé est une intersection finie d'ouverts, et on a vu qu'une intersection finie d'ouverts est un ouvert, donc le complémentaire de cette réunion-là est un ouvert, donc la réunion en elle-même est un fermé. Et on raisonne de la même façon pour l'intersection quelconque des fermés qui est un fermé. On va maintenant essayer de prouver l'équivalence suivante. C'est une définition équivalente du fermé. C'est une définition qui n'a pas recours à la notion d'ouvert. Et on veut prouver que f est fermé si seulement si on prend une suite quelconque d'éléments de f qui convergent dans E, alors cette limite qu'on note L appartient à f. Pour le sens direct, c'est-à-dire f fermé, on sait que f est fermé, on va prendre une suite UN qui converge d'éléments dans f et qui converge vers un L appartient à E, et on veut prouver que ce L-là appartient à f. On va raisonner par l'absurde, on va supposons L n'appartient pas à f. On va simplement utiliser la donnée qu'on a, c'est que f est fermé. Ainsi, si f est fermé, alors f complémentaire est ouvert, et puisque L n'appartient pas à f, alors il appartient à f complémentaire. Ainsi, il va exister, par définition d'un ouvert, une boule de centre L et de rayon un R quelconque, incluse dans f complémentaire, totalement. Mais aussi puisque UN tend vers L, alors, par définition de la limite, avec le R qu'on a défini
ici, tel que la boule de centre L et de rayon R est incluse dans F complémentaire, il va exister un rang n tel que quel que soit petit n supérieur ou égal à grand N, un moins L en norme est strictement inférieur à R. Et ceci veut dire que un appartient à la boule qu'on a déjà définie, qu'on va noter B, par définition de la boule ouverte. Mais ceci contredit le fait que un est un élément dans F, puisque toute la boule de centre L et de rayon R est incluse dans F complémentaire. Ceci est contradictoire. Ainsi, l'hypothèse du début, qui est L n'appartient pas à F, est fausse, et de ce fait, L appartient à F. Maintenant, pour le sens inverse, on va supposer qu'on a comme donnée la donnée sur les suites, et on se propose de démontrer que F est fermé, c'est-à-dire d'une façon équivalente que F complémentaire est ouvert. On va raisonner comme précédemment par l'absurde. On va supposer que F complémentaire n'est pas ouvert. On n'a pas supposé que F complémentaire est fermé, puisque la négation de l'ouverture d'un ensemble n'est pas sa fermeture. Il existe des ensembles qui ne sont ni ouverts, ni fermés. On va utiliser la négation de la définition de l'ouverture d'un ensemble. Alors il va exister un X appartenant à F complémentaire, tel que, quel que soit R strictement positif, la boule de centre X et de rayon R, elle ne doit pas être totalement contenue dans l'ensemble F complémentaire, alors elle aurait une intersection non vide avec l'ensemble F, qu'on peut écrire comme ainsi: la boule de centre X et de rayon R, inter F, est différent du vide. C'est-à-dire qu'il existe un élément là-bas. C'est au moins un singleton. Et avec ce quantificateur quel que soit là, on peut utiliser différentes valeurs de R, puisqu'on peut utiliser n'importe quelle valeur strictement positive, pour construire une suite, et ainsi aboutir à une contradiction avec la seule donnée qu'on a, qui est sur les suites. C'est pour ça qu'on a l'idée de construire une suite avec ce quantificateur-là. Et c'est une idée assez classique. On va remplacer ce R-là par 1 sur n, ce qui est bien faisable, puisque 1 sur n est strictement positif, lorsque n appartient à n étoile, c'est-à-dire n privé de 0, des entiers strictement positifs. Et avec ce R égale à 1 sur n là, on aurait la boule de centre X et de rayon 1 sur n, inter F est différent du vide. On a donc un élément là-bas. On peut choisir un élément des éléments se trouvant dans cette intersection-là, éventuellement plus que 1. Et on va seulement choisir un d'eux. On va le nommer UN. Et on a bien la norme de UN moins X est strictement inférieure à 1 sur n. Et ceci, quel que soit n. Et ceci forme bien la définition, et en faisant tendre n vers l'infini, on voit bien que UN tend vers X. On a bien choisi les éléments de UN appartenant à cette intersection-là, et ceci est une intersection avec F, alors la suite UN est une suite contenue dans F. Mais ce X-là appartient à F complémentaire. On a donc construit une suite d'éléments dans F, et telle que la limite appartient à F complémentaire. Et ceci contredit l'hypothèse du départ,
qui stipule que quelle que soit la suite UN d'éléments dans F qui convergent dans E, alors la limite appartient à F. On va donc écrire là-bas que X appartient à F complémentaire, ce qui est absurde. Et donc, on a prouvé l'équivalence entre les deux définitions de fermeture d'un ensemble. Maintenant qu'on a donné la définition d'ouvert et de fermé, on va donc donner quelques exemples. On va commencer par cet exemple-là. Il faut indiquer l'espace dans lequel on travaille. On va travailler dans R. Et on va considérer l'intervalle suivant. On va montrer que cet intervalle-là est un intervalle ouvert. On peut voir par R comme une droite, où ces deux limites vont vers moins l'infini et plus l'infini respectivement. On va placer 0 et puis 1 à l'échelle. On voit bien que si on prend un point quelconque appartenant à la demi-droite moins l'infini 1, alors la boule de centre de ce point-là est de rayon la distance entre ce point-là et 1, ou n'importe quel réel strictement inférieur à cette distance-là, est incluse dans moins l'infini 1. Et la boule n'est autre qu'un intervalle, puisqu'on est en une seule dimension. Plus formellement, si on prend x appartient à cet intervalle-là qu'on va noter i, alors la boule de centre x est de rayon la distance de x à 1, qui est la valeur absolue de x moins 1, est incluse dans i. Donc l'intervalle i qui est moins l'infini 1 est un intervalle ouvert. De la même façon, on peut voir que l'intervalle, par exemple, 2 plus l'infini est ouvert. Ainsi, l'intervalle 1, 2, qui est le complémentaire de la réunion de ces deux intervalles, une réunion qui reste un ouvert, est donc un fermé. Mais il ne faut pas penser que les ensembles ne peuvent être que fermés ou ouverts. Il existe des ensembles qui sont ni ouverts ni fermés. Par exemple, l'intervalle 1, 2, où la borne est fermée au niveau de 2, est fermée pour 1. Cet intervalle-là n'est pas fermé, puisque si on prend la suite 2 moins 1 sur n, elle va tendre vers 2, quand n tend vers plus l'infini. Elle est à valeur dans cet intervalle-là, puisque 2 moins 1 sur n est strictement inférieur à 2, strictement compris entre 1 et 2 lorsque n appartient à n étoile, et la limite n'appartient pas à l'intervalle. Ainsi, cet ensemble-là n'est pas fermé par la caractérisation séquentielle qu'on a démontrée. Et cet ensemble-là de même n'est pas ouvert, puisque 1 appartient à 1, 2, mais quel que soit le rayon qu'on prend, la boule de centre 1 est de rayon R, qui n'est autre que l'intervalle 1 moins R, 1 plus R, n'est pas incluse dans l'intervalle, qui est 1, 2. Il ne faut donc pas penser que la négation d'un ensemble étant ouvert est qu'il soit fermé. On va ensuite revenir vers l'une des propriétés qu'on a énoncées pour les ouverts, où on a dit qu'une intersection finie d'ouvert reste un ouvert, mais on n'a pas précisé le cas d'une intersection infinie d'ouvert, par exemple des nombres A. En fait, on ne peut rien dire sur une intersection qui n'est pas finie d'ouvert. Par exemple, on peut prendre cet exemple-là, l'intersection sur les n appartenant à n étoile qui est n privé de 0
des intervalles ouverts, moins 1, moins 1 sur n, 1 sur n, qui est 0. En fait, si c'est démontré par double inclusion, on a bien 0 appartient à tous ces intervalles, donc appartient à l'intersection. Et pour l'autre sens, si x appartient à cet intervalle-là, donc strictement entre moins 1 sur n et 1 sur n, quel que soit n, on fait tendre n vers l'infini, et lorsqu'on tend vers la limite, les inégalités strictes deviennent des inégalités larges, alors x serait supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 0 en même temps. Donc, x est égal à 0, qui est l'inclusion réciproque. Ainsi, on a bien une intersection finie d'ouvert qui est en fait infermée, un singleton étant infermé. Après avoir donné les définitions des ouverts et des fermés, après avoir donné quelques propriétés et quelques exemples, on va s'intéresser à la notion de continuité, vue au dernier cours. Mais déjà abordée avec la notion de norme, on va l'aborder maintenant sous le cadre de la topologie. Pour ceci, on se donne une fonction f entre un espace vectoriel normé E et un autre espace vectoriel normé f, et on se propose de démontrer l'équivalence entre 1, f est continu, et 2, quel que soit O ouvert dans f, f-1 de O est ouvert dans E. Pour le sens direct, on se donne f continu, et on prend O inclus dans f un ouvert. On va juste utiliser les définitions de l'ouverture pour montrer l'ouverture de f-1 de f. On va prendre un x appartenant à f-1 de f. Ainsi, f de x appartient à f, qui est un ouvert. Donc, il va exister un epsilon strictement positif, par définition de l'ouvert, tel que la boule de centre f de x est de rayon epsilon inclus dans f. Et par définition de la continuité de f point petit x, puisque petit x appartient à E, il va exister un état strictement positif tel que si la norme de y moins x strictement inférieure à état, alors la norme de f de y moins f de x est strictement inférieure à epsilon. On va réécrire cette définition de la continuité en utilisant les boules. On peut voir ça comme cette inégalité stricte-là. Elle est équivalente au fait que y appartient à la boule de centre x et de rayon état. Et cette inégalité-là est équivalente au fait que f de y appartient à la boule de centre f de x et de rayon epsilon. La définition devient donc l'existence d'états strictement positifs tels que l'image de la boule de centre x et de rayon état est incluse dans la boule de rayon f de x et de rayon epsilon qu'on a choisi de telle sorte qu'elle est incluse dans f. Ainsi, f de la boule incluse dans f, c'est équivalent à la boule de centre x et de rayon état est incluse dans f-1 de f. Et ainsi, on a trouvé une boule tout entière incluse dans f-1 de f, centrée en x, et donc f-1 de f est un ouvert. Pour le sens indirect, on se propose de démontrer que f est continu, sachant que, quel que soit O ouvert, f-1 de O est un ouvert. On va prendre un epsilon strictement positif, et un petit x appartient à E. On a la boule de centre f de x et de rayon epsilon est un ouvert. Donc, par hypothèse, f-1 de la boule de centre f de x et de rayon epsilon est un ouvert, qui contient naturellement x. Ainsi, par définition de l'ouverture, il va exister un état strictement positif tel que la boule de centre x et de rayon état est incluse dans f-1 de la boule de centre f de x et de rayon epsilon. Et ceci est bien la réécriture de la définition de la continuité de f en utilisant les boules. Donc on a bien f est continu. On peut même réécrire la deuxième proposition qui est avec les ouverts, avec les fermés, d'une manière transposable. On peut démontrer que f est continu si seulement si, quel que soit f fermé dans f, alors f-1 de f est fermé dans E. Pour cela, il suffit juste de remarquer que f-1 de v complémentaire est égal à f-1 de v, le tout complémentaire, quel que soit v, parti dans f.
Pourquoi? Parce qu'avec ça, si on prend V par exemple infermé, alors pour démontrer que f-1 de V est infermé, il suffit juste de voir que f-1 de V complémentaire, qui est f-1 de V complémentaire, est infermé, est un ouvert. Et puisque V complémentaire est un ouvert, alors f-1 de V, le tout complémentaire, est un ouvert, d'où la conclusion. Il suffit juste d'écrire pour démontrer l'égalité. X appartient à f-1 de V complémentaire, c'est équivalent à f de x appartient à V complémentaire, ce qui est équivalent à f de x n'appartient pas à V. Et pour l'autre, x appartient à f-1 de V, le tout complémentaire, c'est équivalent à x n'appartient pas à f-1 de V, c'est équivalent à f de x n'appartient pas à V. On a donc l'égalité entre les deux ensembles. On va maintenant introduire deux nouvelles notions, l'adhérence et l'intérieur d'un ensemble, notions intimement liées à l'ouverture et la fermeture de cet ensemble-là. Et par la suite, on va utiliser l'adhérence pour introduire la notion de densité dans l'espace tout entier. On va commencer par l'intérieur d'une partie. On se donne une partie A incluse dans l'espace E. L'intérieur de A, noté A rang, est l'ensemble des x appartenant à A, tel que il existe une boule de centre x et de rayon R, c'est-à-dire il existe un rayon R strictement positif tel que la boule de centre x et de rayon R est incluse totalement dans A. On peut montrer facilement que cet ensemble-là est un ouvert et que c'est en fait le plus grand ouvert inclus dans A. De la même façon, on va introduire l'adhérence d'une partie A, notée A bar, qui est l'ensemble des x appartenant à E cette fois, tel que, quel que soit R strictement positif, la boule de centre x et de rayon R, inter A, différent du I. C'est-à-dire, pour n'importe quel R qu'on choisit strictement positif, l'intersection entre la boule de centre x et de rayon R et A est non vide. Ainsi, même si le rayon R tend vers 0, on aurait toujours un élément qui est très proche de x. Et en utilisant une astuce qu'on a déjà utilisée le long de ce cours, avec ce quel que soit là, on peut montrer que cette définition-là est équivalente à l'existence d'une suite d'éléments de A qui tend vers petit x. Pour ce qui est de la définition de la densité, on dit qu'un ensemble A est dense dans l'espace tout entier E, tout simplement si A bar est égal à E. C'est-à-dire, quel que soit l'élément x appartient à E, il existe une suite d'éléments de A tels que AN tend vers X. AN bien sûr, élément de A. On peut voir quelques exemples faciles. Par exemple, dans le cas de R, on peut montrer la densité de Q et de R privé de Q. Pour la norme usuelle dans R, qui est la valeur absolue. On peut même montrer la densité d'un ensemble plus petit contenu dans Q, qui est l'ensemble des décimaux. C'est l'ensemble des P sur 10 à la puissance n, P appartenant à Z et N appartenant à N. En utilisant la notion de partie entière, qui est le plus grand entier, partie entière de X, le plus grand entier inférieur ou égal à X, on a bien partie entière de X est inférieur ou égal à X est strictement supérieur à X-1. En utilisant cette inégalité-là, on peut montrer simplement que partie entière de 10 à la puissance n X sur
10 à la puissance n tend vers x, lorsque n tend vers plus l'infini, quel que soit x, appartient à R. Et on voit bien que cet élément-là appartient à Z, donc tout ce nombre-là appartient à D. Et par définition de la densité, l'ensemble des décimaux D est dense dans R. Pour la densité de R privée de Q, on a déjà montré la densité de D, des décimaux, donc on a la densité de Q, puisque D est inclus dans Q. Donc tout élément de D est élément de Q, parce que tout élément de D est élément de Q. Pour montrer la densité de R privé de Q, on va utiliser une astuce, la même astuce, mais puisqu'on veut l'existence d'un élément de R privé d'une suite d'éléments de R privé de Q qui tend vers un élément quelconque de R, on va utiliser la même suite mais dans un autre esprit. On sait que la somme d'un nombre rationnel et d'un nombre irrationnel est un nombre irrationnel. Ainsi, on va utiliser la suite suivante, racine de 2 plus partie entière de 10 à la puissance n fois x moins racine de 2 de tout partie entière sur 10 à la puissance n. On sait que ce terme-là tend vers x moins racine de 2. Ce terme-là est constant et vaut racine de 2. Donc, la suite de ces termes-là tend vers x moins racine de 2 plus racine de 2, qui est x. Et puisque c'est la somme d'un irrationnel plus un rationnel, c'est un irrationnel, d'où la densité de R privé de Q dans R.